Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Nancy Krings. Le 11 mars 2015, Bruno Lieber meurt brutalement dans les bras de son épouse Nancy. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'une crise cardiaque. Mais Anne-Marie, la sœur du mari décédé, a un doute. Pourquoi son frère est-il mort aussi brutalement ? Et quel est ce mal étrange qui le rongeait depuis des semaines ? Mais surtout, que dire du comportement de sa veuve qui, dès l'enterrement, semble bien décidée à profiter de sa nouvelle vie ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Dans la nuit du 11 au 12 mars 2015, en plein cœur des Ardennes belges. Les secours pénètrent dans une maison de ce village endormi. À l'intérieur, un homme convulse et semble faire une crise cardiaque. À ses côtés, une femme est en panique. L'urgentiste fait tout ce qu'il peut pour le sauver, en vain. Il ne comprend pas ce qu'il s'est passé car la position du corps l'intrigue et laisse planer le doute sur les circonstances du décès. S'agit-il vraiment d'une mort naturelle ? C'est le début d'une affaire hors norme qui va bouleverser toute la région pendant de longs mois. Tout commence en 2015 à Trois-Ponts, au sud de la province de Liège, en Belgique. Une commune de 2500 habitants, située en plein cœur des Ardennes belges. C'est un village assez rural. Donc les gens aiment beaucoup la quiétude là-bas. Renaud Molders-Pierre, avocat de la partie civile. Les gens se connaissent tous entre eux. Ce n'est pas du tout l'agitation d'une grande ville. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. Loin s'en faut. C'est ici, dans cette maison typique de Wallonie, que Nancy Krings, 42 ans, et Bruno Lieber, 54 ans, mènent une vie paisible. Ils sont tous les deux de la région et se sont connus il y a 12 ans maintenant. Nancy Krings et Bruno Lieber se sont rencontrés par l'entremise d'amis communs. Et très vite, c'est le coup de foudre. Nancy Krings et Bruno Lieber forment un couple, tout ce qu'il y a de plus normal. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Lui est pompier volontaire dans une caserne qui est pas très loin de Trois-Ponts. Et elle s'occupe des enfants et c'est une famille absolument sans histoire. Lorsqu'ils se rencontrent, Bruno a déjà 2 enfants de ses mariages précédents. Nancy, elle, vient de divorcer. Ils se marient et très vite, la famille s'agrandit. Nancy Krings, elle a déjà 2 enfants d'un premier mariage. Mathieu Simoni, ancien avocat de la défense. Elle va faire 3 enfants avec Bruno Lieber. Ils vivent avec leurs enfants en parfaite harmonie. Victoria Marche, journaliste à la Meuse-Verviers. Une jolie vie tranquille. Une vie harmonieuse et pleine d'avenir pour cette famille recomposée. Mais au printemps 2015, un événement vient tout bouleverser. Le 11 mars 2015, comme tous les soirs, la famille termine de dîner. Depuis quelques mois, Bruno souffre de rhumatisme très douloureux. Il a du mal à monter les escaliers. Alors c'est Nancy qui désormais couche les enfants à l'étage. L'épouse conduit les 3 enfants au lit, redescend. Monsieur occupe le canapé 3 places, madame un fauteuil 2 places, donc tout le monde est paisiblement installé. Ils passent la soirée ensemble, tranquillement. Les nuits ne sont plus ordinaires depuis quelques mois, puisque Bruno Lieber est particulièrement
malade. Il a du mal à se mouvoir et il ne peut pas vraiment monter jusqu'au premier étage où se trouve la chambre du couple. Et donc, il a l'habitude de dormir dans le salon, dans ce grand canapé. Pour ne pas le laisser seul, Nancy reste auprès de lui. Et chaque soir, ils s'endorment main dans la main. Mais cette nuit-là, un drame terrible se produit. Soudain, leur réveil se transforme en véritable cauchemar. Aux alentours de 23h30, Yves Winans, avocat de la défense. Nancy il est réveillée par Bruno. Il est en train de souffrir épouvantablement. Il a des convulsions, il vomit. Il explique de manière assez paniquée qu'il va mourir. Nancy se met à genoux près de lui et tente de le rassurer. Elle le sait, Bruno fait souvent des crises d'angoisse. Mais cette fois-ci, elle sent que c'est beaucoup plus grave. Prise de panique, elle essaie de le réconforter, de le maintenir éveillé. Nancy Krings est dans toutes ses étapes, donc elle appelle premièrement les secours. Les ambulanciers arrivent sur place, ils essayent de le réanimer. La femme de Bruno est terrassée par la peur. Elle ne sait pas quoi faire. Alors, elle décide d'alerter aussi la famille. Il s'avère que le fils de Bruno, issu d'une précédente union, habite la maison mitoyenne. Et donc, prise de panique, elle appelle le jeune homme, en fait, qui se précipite dans la maison. Malgré le soutien de ses proches, Nancy est tétanisée. Les secours s'affairent sur Bruno, mais le massage cardiaque ne suffit pas. L'homme de 54 ans rend son dernier souffle. Nancy et les proches de Bruno sont sous le choc. Tout s'est déroulé si vite. Et les urgentistes aussi sont pris de court. Ils s'étonnent de cette mort si foudroyante. Alors ils veulent comprendre ce qui a bien pu se passer. Sur place, le médecin des urgences examine une nouvelle fois Bruno, car il se demande encore pourquoi il n'a pas pu le réanimer. Il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le corps présente, alors que la mort est tout à fait récente, une rigidité cadavérique qui est déjà fort prononcée. Et donc, cet état de crispation est assez peu compatible avec les symptômes habituels d'une crise cardiaque. Nancy va parler avec lui et lui expliquer qu'il prenait une série de médicaments. Elle explique qu'il souffre de polyarthrite, qu'il a des crises régulières, que pendant ces crises, il a des convulsions, qu'il se raidit. Malgré les informations données par Nancy, l'urgentiste s'interroge. Il n'a jamais vu une crise pareille. Dans le doute, il ne veut pas délivrer de certificat de décès sans un nouvel examen. Alors, il appelle un collègue médecin légiste. Une fois sur place, ce dernier examine rapidement Bruno et son verdict tombe. Compte tenu des explications fournies par Nancy Krings en ce qui concerne les convulsions, l'état de maladie antérieure de son mari, les médicaments qu'il prend, il va lui sembler que la mort pourrait être considérée comme naturelle. Le premier médecin n'en démord pas. La mort est suspecte. Mais l'expert médico-légal n'est pas de cet avis. Contrairement à ce qu'avait pensé ou conclu le médecin de garde, il va dire que les déclarations de Mme Krings sont valides. Et donc, après réflexion, le médecin n'y voit pas d'objection et il signe un acte de décès. Et il autorise également l'inhumation du corps de Bruno. Nancy doit maintenant annoncer la terrible nouvelle à sa belle famille et à ses enfants. Pourtant, l'affaire ne fait que commencer, car cette mort d'apparence ordinaire
bouleversera bientôt la Belgique tout entière. À ce moment-là, une personne est persuadée que cette mort n'est pas naturelle. Et elle est prête à tout pour le démontrer. Elle s'appelle Anne-Marie. Elle a 66 ans. Et surtout, c'est la sœur de Bruno qu'elle aimait par-dessus tout. C'est tout qui s'écroule d'un seul coup. Elle est totalement dévastée. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Par tout ça, donc c'est comme si elle perdait un peu de sa chair quelque part. J'avais 10 ans quand Bruno est venu au monde. Déjà à ce moment-là, j'ai versé mes premières larmes pour lui. Anne-Marie Lieber, sœur de Bruno. C'est presque à la limite mon premier enfant. Elle aimait profondément son frère. Renaud Molders-Pierre, avocat de la partie civile. Elle l'aimait en réalité comme un fils, puisque c'est elle qui l'a élevé. La nuit qui suit le drame, elle fait un cauchemar qui ne la quittera plus. Et j'ai vraiment entendu mon frère qui disait « on m'a fait mourir ». Et ça m'a assez perturbée parce qu'à plusieurs reprises, je l'ai entendu. Anne-Marie n'a aucune preuve, juste une intuition qui ne repose sur rien. Alors cette paisible retraitée va se transformer en redoutable investigatrice. Elle promet à son frère de découvrir qui l'a tué et surtout pourquoi. À partir de là, Anne-Marie se lance dans une enquête seule contre tous car personne ne voudra la croire. J'avais le caractère assez dur, assez fort. Je donnerais ma chemise, mais ne touchez pas ma famille. La disparition de son frère est donc un tremblement de terre pour Anne-Marie. Et, comme pour les urgentistes, il y a quelque chose qui la chiffonne dans la mort de Bruno. Interrogation légitime ou pur fantasme, une chose est sûre, ses doutes semblent se confirmer à l'enterrement de son frère. Ce samedi 14 mars 2015, la ville tout entière se déplace pour rendre un dernier hommage aux pompiers de 54 ans. Nancy reste très digne malgré la tragédie qui les accable, ses 3 enfants et elle. Ils vont devoir grandir sans leur père. Pour elle, c'est quand même une épreuve terrible de perdre à la fois son mari, qui était son deuxième compagnon, et de perdre également le père de ses 3 enfants. On peut imaginer que tout son petit monde s'effondre à ce moment-là. Nancy tente de faire bonne figure et ne verse pas de larmes. Cependant, tout le monde la remarque, car étrangement, elle s'est vêtue de rouge. Anne-Marie est la première surprise. Elle découvre que Nancy a changé un petit peu de look, c'est un nouveau look pour une nouvelle vie. Pour Anne-Marie, sa belle-sœur semble vouloir tourner un peu vite la page. Et pour preuve, elle commence déjà à vendre les biens de son mari le jour même des obsèques. Elle va entendre Madame Krings vendre le véhicule, ou quasiment vendre le véhicule, en allant à l'enterrement par téléphone. Elle explique qu'elle était préparée à ce moment terrible, à cette disparition. Anne-Marie, elle, est effondrée. Et l'attitude excentrique et exubérante de Nancy durant les obsèques la laisse perplexe. Devant la tombe de son frère, elle fait une promesse, découvrir coûte que coûte ce qui a bien pu causer la mort de Bruno. Ici, je savais, j'étais sûre, au fond de moi-même, qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait absolument qu'on arrive à savoir quoi. Mais elle est loin d'imaginer le scénario machiavélique dont il a été victime. Dès le lendemain, Anne-Marie commence à mener sa propre enquête. Et une première chose lui paraît très étrange, la dégradation de la santé de son frère. Même si Nancy avait avancé une raison médicale tout à fait plausible. Nancy avait annoncé de manière assez solennelle à tout le monde, à la famille, qu'il était atteint d'un cancer sans doute incurable. Et après, il y a eu ces problèmes cardiaques. L'état de santé de Bruno Lieber s'est fortement dégradé. La maladie avait eu tendance à isoler Bruno.
Faible et fatigué, il voyait de moins en moins de monde, et en particulier sa sœur, Anne-Marie. Mais ce n'est pas tout. Anne-Marie se rappelle aussi que la maladie avait peu à peu séparé le couple. Bruno, dans son couple avec Nancy, oui, comme dans tous les ménages, il y a eu des hauts, des bas, et il y a eu certainement des prises de bec. Bruno et Nancy Victoria Marche, journaliste à la Meuse-Verviers. n'ont pas toujours filé le parfait amour. Bruno était devenu très dépressif et Nancy ne supportait plus cette situation. D'autant que son mari refusait de se soigner. Il ne voulait pas savoir, lui, aller à l'hôpital, des médecins, il ne voulait rien savoir. Une fausse bleue des piqûres, mon frère. Et en fait, il ne voulait pas se soigner, donc il se laissait quelque peu dépérir. Leur relation se dégrade. Nancy raconte à son entourage que Bruno est violent, qu'il se met même à la frapper. Alors en 2012, 3 ans avant la mort du pompier, Nancy quitte le foyer avec les enfants. Bruno se retrouve seul. Mais c'est-à-dire que quand Nancy est partie, il était tout à fait triste, il était tout décomposé. Je n'aurais jamais laissé mon frère comme ça, livré à lui-même, tout seul. Pourtant, au bout d'un mois, Nancy revient comme si de rien n'était. De son côté, Anne-Marie devient de plus en plus suspicieuse. Alors, elle repense sans arrêt à tous ces détails qui auraient dû lui mettre la puce à l'oreille. Une veuve joyeuse, vêtue de rouge, qui vend les biens de son mari. Bruno, dont la santé se dégrade brutalement avant de mourir. Nancy, qui abandonne son époux durant les moments difficiles. Des impressions, des doutes, mais qu'Anne-Marie garde pour elle dans un premier temps. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais elle ne peut s'y résoudre, surtout lorsqu'elle découvre cette machination bien huilée à laquelle personne ne voudra croire, sauf elle. Nous sommes une semaine après l'enterrement de Bruno. Anne-Marie poursuit ses investigations lorsqu'elle apprend une information qui la met hors d'elle. Nancy serait déjà passée du statut de veuve éplorée à celui de maîtresse d'un homme marié. Très vite après le décès de M. Libert, elle va rencontrer un homme. Mathieu Simoni, ancien avocat de la défense. Et ils vont entretenir une relation sentimentale alors que l'homme est marié, qu'il a déjà une compagne. S'amouracher de quelqu'un. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. Ça fait quand même un peu désordre. Elle dira partout qu'elle est tombée amoureuse de ce monsieur aux funérailles de son mari. Le jour même des obsèques, Anne-Marie n'en croit pas ses oreilles, d'autant que cet amoureux n'est autre qu'un ami de Bruno, une vieille connaissance. Elle le connaissait avant le décès de Bruno. Yves Winants, avocat de la défense. Ce n'est pas un inconnu, ce n'est pas quelqu'un qu'elle a rencontré après. À peine même pas quelques jours. Anne-Marie Lieber, sœur de Bruno. Après l'enterrement de mon frère, elle était déjà au lit avec un autre mec, quoi. Elle refait sa vie tellement vite que tout le monde se dit que c'est pas possible. Elle devait être avec cet homme avant le décès de Bruno. Nancy Krings n'est pas discrète. Elle a un caractère un peu explosif, extravagant. En fait, le problème, c'est qu'elle parle un peu trop. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Elle en fait tellement, Nancy, qu'au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus la croire. Il y a vraiment une gêne ou quelque chose, un malaise qui se crée. Un terrible doute assaille Anne-Marie. Nancy aurait-elle osé tromper son mari alors qu'il était gravement malade ? Et n'aurait-elle pas pu vouloir se débarrasser de Bruno pour refaire sa vie avec son nouvel amant ? Là, j'étais quasiment sûre et certain. La seule chose, c'est qu'il manquait la petite pièce du puzzle
qui pouvait nous permettre de faire éclater cette fameuse vérité. Mais comment le prouver ? Si elle se rend à la police, on va la prendre pour une illuminée, car elle n'a pas le moindre début de preuve. La sœur de Bruno est dans une impasse, jusqu'au moment où une rencontre fait tout basculer. Celle par qui le scandale arrive s'appelle Christelle. La trentaine, c'est une bonne vivante qui aime faire la fête. Elle fait la connaissance de Nancy juste après le décès de Bruno. Parmi ses nouveaux amis qui gravitent autour de la flamboyante Nancy Krings, il y a une certaine Christelle. C'est pas quelqu'un qu'elle connaît depuis longtemps, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Libert, qui va obtenir des confidences. Toujours à la recherche d'éléments pouvant prouver ses intuitions, Anne-Marie décide de contacter cette Christelle. Si elle est devenue si copine avec Nancy, peut-être qu'elle en saura plus sur la veuve et son amant. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que cette rencontre va faire basculer son enquête, car la fameuse Christelle s'apprête à soulager sa conscience. Et voici ce que Christelle révèle à Anne-Marie. Nancy, la jeune veuve, trouve auprès de son amie une oreille attentive et chaleureuse. Et 2 mois après le décès de Bruno, elle se laisse aller à quelques confidences. Nancy aura des mots qui interpelleront ceux qui les entendent au sujet de Bruno. Christelle a expliqué qu'elle avait des problèmes avec son copain et tout ça. Et Nancy lui a dit, si tu veux t'en débarrasser, t'as qu'à me le dire. J'ai trouvé une bonne recette et c'est aider cela. Et c'est un peu comme ça que tout le monde va se demander si elle ne serait pas un peu pour quelque chose dans son décès. Un soir, après un dîner bien arrosé, Nancy fait une révélation fracassante. Nancy se vantait énormément. Elle se vantait de manière quasi ostentatoire d'avoir éliminé son mari. Ça faisait une gloire devant les gens. Anne-Marie ne revient pas. Nancy aurait donc avoué avoir tué Bruno. Soupçonneuse, elle s'interroge toutefois avant de se réjouir. Nancy était-elle sérieuse ? Christelle a-t-elle bien compris ? La veuve n'aurait-elle pas dit ça pour se faire remarquer ? En même temps, Nancy fait du Nancy, elle en fait tellement. Où elle surjoue, où elle exagère, où elle en fait des tonnes. On la prend quelque part aussi pour une mythomane. De son côté, Anne-Marie ne sait plus quoi penser. Et si Nancy avait vraiment joué un rôle dans la mort soudaine de Bruno Libert ? Serait-il possible que la veuve ait quelque chose à se reprocher ? Et j'étais de plus en plus sûre qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Donc Anne-Marie, chez qui la suspicion a commencé à naître, essaye de mettre quelque chose sur pied et va contacter la police. Anne-Marie demande qu'on ouvre une enquête sur la mort de son frère qui lui paraît suspecte. Mais au commissariat, personne ne croit Anne-Marie. Et pour cause, elle n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. Uniquement le témoignage de Christelle sur des propos ambigus et arrosés de Nancy. Les policiers lui diront qu'on n'ouvre pas une enquête sur base de rumeurs et qu'il n'y a pas d'éléments assez solides que pour s'interroger vraiment et enquêter là-dessus. Dans ma tête, je me suis dit directement, toi mon gars, je vais te prouver que j'ai raison. C'était la première réaction que j'ai eue. Anne-Marie ne baisse pas les bras, car elle est maintenant persuadée de 2 choses. D'abord, que Nancy a trompé Bruno avant son décès. Et surtout, que cet adultère ne serait pas étranger à la mort de son frère. Alors elle persévère dans ses démarches et elle fait jouer ses relations. Il s'avère que dans ses connaissances, à Anne-Marie, il y a un commissaire de police qui appartient à la police judiciaire fédérale belge.
Il sait que ce n'est pas une hurluberlue, tout en lui disant, écoutez, malheureusement... Renaud Molders-Pierre, avocat de la partie civile. Sans éléments matériels un tant soit peu concrets, je ne peux évidemment rien faire et certainement pas débuter une enquête. Face à l'accueil mitigé de la police, l'entourage d'Anne-Marie est partagé. Certains pensent que sa rancœur contre Nancy l'aveugle, d'autres estiment que cette affaire n'a pas révélé tous ses secrets. Alors Anne-Marie fonce et elle monte une opération aux frontières de la légalité. Elle décide de tendre un piège à sa belle-sœur. À partir de là, à la fois Anne-Marie, les amis, décident de prendre cette histoire à bras-le-corps. Mais comment recueillir de telles confidences? Et surtout, comment l'amener à se trahir? Ils vont mettre en place un piège, en fait, pour que Nancy Krings se dévoile. En essayant d'obtenir un enregistrement audio de ses aveux. Dans un premier temps, elle missionne Christelle. La jeune femme devra se rendre chez Nancy et discuter avec elle comme deux amis le feraient. L'objectif, lui faire répéter ses confidences morbides et les enregistrer discrètement sur son téléphone. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. La peur au ventre, Christelle prend son courage à deux mains et se présente chez Nancy. La veuve est loin d'imaginer ce qui se trame contre elle. Et donc là, Nancy est loin de se douter qu'elle est enregistrée. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Donc les deux copines se rencontrent. L'ami en question va avoir de grosses difficultés à faire à nouveau avouer Nancy Krings. Car Christelle s'y prend mal. Elle n'arrive pas à faire dévier la conversation sur la mort de Bruno. Ce premier rendez-vous est un échec. Mais la complice d'Anne-Marie n'a pas dit son dernier mot. Dès le lendemain, elle retourne chez Nancy. Et cette fois, la veuve accepte d'aborder le sujet, tandis que le téléphone enregistre tout. Et voici ce qu'Anne-Marie peut entendre. Tout d'abord, c'est Christelle qui parle. Elle prend des pincettes pour évoquer le décès de Bruno. Ça, je me le demandais, mais je ne vous ai pas te le demander, tu vois. Je rigole, mais c'est nerveux. Et voici le moment clé. La veuve explique à Christelle qu'elle serait allée consulter une voyante. Au cours de la séance, elle lui aurait dit avoir joué un rôle dans la mort de son mari. Et d'après Nancy, voici ce que la voyante lui aurait répondu. Je ne t'en veux pas, tu ne dois pas t'en vouloir, et comment est-ce qu'elle m'a dit? Tu ne t'en veux pas et tu ne dois pas t'en vouloir. Ce que tu as fait, parce qu'elle ne te dit pas, je ne le cache pas, ce que tu as fait, tu n'as fait qu'arranger tes souffrances. Nancy Krings, veuve de Bruno. Donc elle dit, de toute façon, tu n'as fait jamais qu'abréger quelque chose qui allait arriver. Nancy n'en dira pas plus à Christelle. La veuve n'avoue pas clairement le meurtre de son mari, mais elle affirme quand même avoir abrégé ses souffrances. Pour Anne-Marie, c'est la preuve qui lui manquait. J'ai été soulagée, quelque part. Anne-Marie Lieber, sœur de Bruno. Que, enfin, mon frère n'était pas mort de mort naturelle, comme on a voulu le dire, et que c'était bel et bien elle qui l'avait tué. On entend Nancy dire clairement qu'elle a aidé son mari à partir, à mourir. La question de cette confession, elle est essentielle. C'est le virage de l'affaire. Anne-Marie est maintenant sûre de détenir un élément décisif contre Nancy. Elle se précipite chez les policiers avec l'enregistrement. Et cette fois-ci, l'affaire prend une dimension criminelle. À la PJ, c'est la stupeur. Un possible meurtre dans le village tranquille des Trois Ponts, c'est du jamais vu. Alors, avant d'accuser Nancy, ils veulent étayer les soupçons d'Anne-Marie.
Ce n'est pas une preuve déterminante. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. C'est un élément de preuve parmi d'autres. C'est pas suffisant. D'abord parce que c'est un enregistrement qui s'est fait à son insu. Yves Winants, avocat de la défense. Il faut absolument corroborer par des éléments complémentaires. Pour commencer, il s'intéresse aux circonstances de la mort de Bruno. Et là, surprise, il découvre le certificat de mort naturelle délivré par un médecin légiste. Officiellement, Bruno n'a pas été assassiné. Seulement voilà, le commissaire qui se charge de l'enquête est l'une des connaissances d'Anne-Marie, et elle arrive à lui faire partager ses doutes. Il épluche le dossier. Tout semble carré, à une exception près. Le médecin légiste a mentionné un prélèvement sanguin effectué après le décès de Bruno. Mais cet échantillon n'a jamais été analysé puisque sa mort a été considérée comme naturelle. Et immédiatement, à la crime, Mathieu Simoni, ancien avocat de la défense. on se pose la question de savoir qu'est devenue cette fiole de sang. Et on trouve... En fait, les prélèvements avaient été conservés, heureusement. Les enquêteurs récupèrent ce prélèvement sanguin, l'envoient au laboratoire. En attendant les résultats, et même s'il n'y a pas grand-chose dans le dossier, le commissaire décide de convoquer Nancy. Nancy Krings, quand elle arrive, elle vient les mains dans les poches. Nancy reste relativement impassible. Elle est tout à fait sereine. La veuve de 44 ans ne comprend pas la raison de sa présence au commissariat et se demande bien ce que veulent ces enquêteurs. Alors le policier décide de jouer carte sur table. Elle est suspectée d'avoir tué Bruno. Nancy nie en bloc. Au départ, elle dit « Je ne suis absolument pas responsable de la mort de mon mari ». Elle reste vraiment sur une position extrêmement défensive, très neutre. Et donc à partir de là, les enquêteurs avancent un peu masqués. On va pas sortir toutes les cartes tout de suite. Comme l'attaque est la meilleure défense, Nancy affirme que dans le village, on ne lui a pas pardonné d'avoir refait sa vie aussi rapidement. L'un des habitants lui en veut sûrement et fait courir des rumeurs. Et elle maintient que son mari a bien fait une crise cardiaque, confirmée par le médecin légiste. Les policiers sont perplexes. Alors ils décident d'abattre leur carte maîtresse. C'est-à-dire qu'ils viennent avec d'abord cet enregistrement Renaud Molders-Pierre, avocat de la partie civile. qu'on lui oppose. Mais qu'elle dit, de toute façon, tu n'as fait jamais qu'abréger quelque chose qui allait arriver. Tu ne t'en veux pas et tu ne dois pas t'en vouloir. Ce que tu as fait, tu n'as fait qu'abréger ses souffrances. Nancy est abasourdie. Et pourtant, elle ne flanche pas. Certes, elle reconnaît sa voix, mais elle affirme que cette phrase est sortie de son contexte. Elle ne faisait, dit-elle, que répéter les phrases d'une voyante, des phrases qui ne correspondent à aucune réalité. Elle dit que non, elle n'a rien à voir là-dedans, qu'elle a accompagné son mari. Victoria Marche, journaliste à la Meuse-Verviers. Qu'elle a toujours été là et qu'elle ne l'a absolument pas tué. Elle essaie de décrédibiliser l'ami qu'il a enregistré à son insu. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. De dire qu'elle est folle, que tout ça était des paroles en l'air. Nancy crie au harcèlement et à la dénonciation calomnieuse. Elle est furieuse contre Christelle qui a voulu la piéger et lui faire avouer des actes qu'elle n'aurait jamais commis. Dans l'enregistrement en question, manifestement, la personne qui enregistre lui fait suggérer des choses. Les enquêteurs sont dans l'impasse, car ils sont bien obligés de reconnaître que l'enregistrement est ambigu. Et surtout, Nancy n'en démord pas. Elle n'a rien à voir avec la mort de Bruno. La garde à vue se poursuit, mais la PJ est à court de munitions. C'est alors qu'un rebondissement totalement inattendu va faire basculer le dossier.
laboratoire du Centre hospitalier universitaire de Liège fait une découverte surprenante. La directrice du service toxicologique, Corinne Charlier, a été chargée d'analyser la fiole du sang de Bruno prélevé après sa mort. Et là, surprise. On découvre dans le sang de la victime, de Bruno Libert, des traces importantes de strychnine. La strychnine, c'est un poison assez puissant dont on se sert parfois, notamment pour euthanasier les animaux. On a fait un dosage de cette strychnine. Corinne Charlier, expert judiciaire. Elle justifiait le décès. Pour l'experte, pas de doute. Bruno a été empoisonné à la strychnine, un produit difficile à trouver car interdit à la vente. En clair, on a voulu le tuer. Reste à savoir qui. Face à ce qui s'apparente maintenant à un homicide, les policiers exhument le corps de Bruno afin de l'autopsier. Et les résultats sont sans appel. Nous avons aussi analysé des cheveux qui ont été prélevés lors de l'exhumation. Il y avait de la strychnine dans tous les tronçons des cheveux analysés et qu'on pourrait imaginer qu'il y a eu administration de petites doses régulièrement de strychnine avant l'administration de la dose qui a entraîné le décès. A priori, Bruno était empoisonné depuis des mois à la strychnine. Et ça n'est pas tout. En fait, il n'aurait jamais eu de cancer. Il s'agirait plutôt d'une mise à mort pensée et programmée. Le cancer qui avait été évoqué pour expliquer la dégradation de l'état physique de monsieur Bruno Libert, en réalité, n'existe pas. Et a été purement et simplement inventé et exagéré par Nancy Krings pour expliquer déjà à l'avance ce qui allait se passer par la suite. Ah, ça, c'est une révélation. Personne n'y croyait. Si c'était une chose qui était bien admise par tout le monde, c'est qu'il en avait un, puisque Nancy le disait depuis des mois. Donc personne n'arrive à croire qu'un mensonge aussi gros ait pu passer pendant autant de temps. Les proches de Bruno considéraient que les derniers mois étaient véritablement pénibles pour lui, que c'était véritablement un homme qui souffrait. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. Il ne pouvait plus vivre comme il avait vécu auparavant, alors que c'était un homme, comme beaucoup d'Ardennais, un peu solide, difficile à abattre. Pour Anne-Marie, ces résultats sont insoutenables. Du fond de mon cœur, je lui souhaite, mais je souhaite qu'elle souffre autant qu'elle a fait souffrir mon frère. Anne-Marie Lieber, sœur de Bruno. Parce qu'il a eu une mort atroce. Là, j'ai la haine. Vraiment la haine. Voilà. Aussitôt, ces résultats sont transférés aux enquêteurs. Et ces derniers s'empressent de les présenter à Nancy pour voir sa réaction. Les policiers lui soumettent les analyses faites par le médecin légiste. Et puis, elle va en réalité rapidement se décomposer. Nancy paraît beaucoup moins sûre d'elle. Mais elle continue de nier. Elle ne comprend pas qui pourrait en vouloir à son mari au point de l'empoisonner. Et les policiers manquent de preuves. Ils ont bien l'enregistrement, mais l'élément est fragile. Ils savent que Bruno a été empoisonné à la strychnine, mais Nancy clame toujours son innocence. Reste Anne-Marie, forte de son intuition et de son enquête personnelle. Mais face à un jury d'assises, cela ne suffira pas. Alors pour tenter de faire avancer l'enquête, il décide de perquisitionner la maison de Nancy. C'est là qu'un nouveau suspect surgit dans le dossier. Quand ils arrivent sur place, les policiers tombent sur Fabienne, la voisine, qui leur ouvre la porte. Les enquêteurs sont un petit peu surpris de la trouver là, et elle se montre elle aussi surprise d'avoir débarqué la police au domicile. Cette voisine, c'est Fabienne Wegemans, 53 ans. Ici,
Tout le monde l'appelle Tati. Dans un premier temps, les enquêteurs n'y prêtent pas attention. Et pourtant... Fabienne, c'est la voisine, qui s'est rapidement liée d'amitié avec Nancy. Yves Winant, avocat de la défense. Qui rapidement est devenue même un peu plus qu'une amie, parce que finalement c'était un peu la nounou et un peu la bonne à tout faire. Elle vit dans une maison qui appartient également à Bruno Libert, juste à côté de la maison familiale. C'est quelqu'un qui petit à petit est devenu vraiment une personne indispensable à la vie de la famille, toujours là, toujours présente, mais de manière très effacée et très discrète. D'ailleurs, les policiers ne s'intéressent pas à elle. Ce qu'ils recherchent, c'est le fameux poison, la strychnine. Très vite, ils se focalisent sur la cuisine et sur les bouteilles qui s'y trouvent. Et plus ils les inspectent, plus ils remarquent que la voisine blêmit. Mais tout de suite, elle a une attitude un peu... Renaud Molderspierre, avocat de la partie civile. surprenante parce qu'elle est mal à l'aise, elle est manifestement pas calme. Son comportement nerveux alerte les policiers. Aurait-elle quelque chose à se reprocher ? La sentant plus fragile que Nancy, ils vont droit au but et lui disent qu'ils recherchent de la strychnine, un poison mortel. Ils vont carrément poser la question à Fabienne en lui disant « Est-ce que vous reconnaissez une des bouteilles en question ? Est-ce que, à votre avis, c'est l'une d'elles qui a contenu le poison ?» Et là, coup de théâtre. La voisine fait une révélation fracassante. Elle va finir par désigner une bouteille de cola qui aurait contenu, dit-elle, la strychnine. Incroyable. Les policiers réalisent que l'ami de Nancy en sait beaucoup plus qu'il n'y paraît. Immédiatement, ils décident de la placer en garde à vue. Et donc, elle va passer à table, comme on dit, assez rapidement. Et elle avait expliqué, benoîtement, Mathieu Simoni, ancien avocat de la défense, aux enquêteurs, qu'elle a elle-même été achetée cette strychnine auprès d'un brocanteur. Les enquêteurs sentent qu'ils sont près du but. Cette voisine, sur laquelle ils sont tombés par hasard, devient à son tour suspecte dans l'affaire du meurtre de Bruno. Mais Fabienne jure qu'elle n'y est pour rien. D'ailleurs, elle raconte que c'est sur ordre de Nancy qu'elle serait allée acheter ce poison. Et voici, selon elle, ce qu'il s'est passé le jour même de la mort de Bruno. Fabienne, Bruno et Nancy se rendent en voiture à Vielsalm. Fabienne se rend, comme si de rien n'était, chez le brocanteur, prend livraison d'une petite boîte d'allumettes dans laquelle se trouve le poison, elle la met dans sa poche. Pendant ce temps-là, Nancy et Bruno patientent dans la voiture. Elle rejoint les deux autres et c'est une fois rentrée que Fabienne donne la boîte contenant le poison à Nancy. Sans plus, elle la lui donne et, dit-elle, Nancy ne lui dit rien de plus. Et elle va quitter la maison et retourner chez elle. Les policiers découvrent le cynisme du scénario. Car sans le savoir, Bruno est présent lors de l'achat du poison qui va le tuer. Et donc Fabienne se montre assez coopérative. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Elle donne même le nom et l'adresse du brocanteur en question. Et donc, je crois qu'elle n'a pas du tout pris la mesure de ce qu'elle était en train de se rendre, si pas co-auteur, complice d'une affaire d'une gravité extrême. Alors, Fabienne serait-elle juste le bras armé de sa voisine Nancy ? Ou avait-elle une raison plus personnelle de tuer Bruno ? Pour le savoir, les enquêteurs se concentrent sur le mobile du crime. Et très vite, Fabienne se retrouve en mauvaise posture. Cela fait maintenant 5 mois que Bruno est mort. Et l'enquête prend une toute nouvelle tournure.
Nancy est de nouveau interrogée, mais une fois encore, elle a réponse à tout. Oui, elle voulait de la strychnine, mais c'était, affirme-t-elle, pour euthanasier leur chien qui était agressif. Les policiers veulent vérifier cette version. Ils entendent le brocanteur qui confirme en tout point ce que leur a dit Nancy. Et donc là, il va expliquer que oui, il avait gardé de la strychnine parce que Bruno lui en avait demandé il y a quelques années et finalement, il n'avait pas donné suite. Et donc, il avait conservé ce produit chez lui. Fabienne disait donc vrai. C'est bien Nancy qui voulait de la strychnine. Mais la veuve prétend de son côté que c'est Fabienne et personne d'autre qui a donné le poison à Bruno. Nancy affirme que Fabienne avait en réalité un mobile. Nancy lui avait raconté un jour que son mari la battait, elle voulait donc l'aider et mettre fin à son calvaire. Mais Fabienne, à son tour, clame son innocence. Elle affirme qu'elle n'était pas là le soir du drame. On ne sait toujours pas, de manière certaine, qui a factuellement empoisonné Libert. Qui a versé la strychnine dans le verre de Bruno? Nancy, la veuve joyeuse, ou Fabienne, la voisine un peu trop naïve? Ce sera au tribunal de trancher, car elles sont toutes les deux renvoyées devant les juges pour meurtre par empoisonnement. À Trois-Ponts, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, et le choc est immense. Au cœur du village, c'est la stupeur et l'effroi qui priment. Et donc, il y a une sorte de frénésie autour de cet événement. Stupeur, parce qu'évidemment, on n'imagine pas que ça puisse se passer à côté de chez soi, dans un village aussi calme que Trois-Ponts. Victoria Marche, journaliste à la Meuse-Verviers. Et puis l'effroi, parce qu'on n'imagine pas qu'une femme ait pu empoisonner son mari aussi longtemps et mettre fin de cette manière à ses jours. Le 15 décembre 2016, le tribunal de Verviers fait salle comble. L'audience commence. Les magistrats espèrent faire éclater la vérité et déterminer qui a empoisonné Bruno. Nancy Kriegs fait une entrée très remarquée. On voit très vite à l'audience, dans ce procès sous tension, la fameuse empoisonneuse de Trois-Ponts, celle que tout le monde veut voir. On veut voir le monstre. Lors du procès, Nancy a une attitude qui correspond à son comportement habituel, à savoir exubérante. Quant à Fabienne, elle paraît beaucoup plus effacée. Fabienne arrive au procès en ayant peur. Yves Winants, avocat de la défense. Peur d'être face à 3 juges, un procureur, devoir s'expliquer, sa famille est derrière elle, donc elle est très craintive, elle est pas bien. On avait une personne qui avait l'air diminuée, Fabienne, diminuée dans son comportement, diminuée dans son vocabulaire. Les auditions peuvent commencer. Les deux femmes campent sur leur position et se renvoient la balle. Mais une chose est sûre, l'une des deux accusées ment. Nancy prend la parole pour décrire les violences qu'elle subissait de la part de Bruno. Des violences telles qu'elles auraient ému Fabienne au point qu'elle décide d'empoisonner le mari de son amie. Elle parle d'un mobile, effectivement. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. Nancy Kriegs va évoquer les violences dont elle était victime et l'enfer conjugal qui était le sien. Elle relate, presque année après année, Mathieu Simoni, ancien avocat de la défense. tous les coups qu'elle a reçus, la personnalité brutale de l'intéressé. Mais Fabienne prend la parole à son tour et réfute avec force cette histoire de violence conjugale. Fabienne conteste complètement avoir vu Bruno frapper son épouse. Elle n'a pas assisté à des scènes d'une violence absolument terrible comme le décrit Nancy. D'ailleurs, on n'a jamais vu Nancy avec des coups bleus. Anne-Marie Lieber, sœur de Bruno. Que ce soit des amis, des voisins ou n'importe qui,
Même pas un médecin, il n'y a jamais rien eu. La défense de Nancy est ébranlée. L'enquête démontre en effet qu'elle n'a jamais porté plainte et qu'il n'y a aucune constatation médicale des coups qu'elle aurait reçus. Le procès bascule encore un peu plus en sa défaveur lorsque les experts psychiatres dressent son portrait. Et c'est ce qui est spectaculaire dans ce dossier, c'est que l'on examine ensuite le rapport d'expertise de Nancy. Et là, on nous décrit quelqu'un qui est une personnalité forte, quelqu'un d'extrêmement calculateur, manipulateur et qui peut prendre l'ascendant sur une personne plus faible. Et puis à côté, vous avez Fabienne Wagmans qui est une sorte d'oiseau pour le chat, toute fluette. Renaud Molderspierre, avocat de la partie civile. Tout de suite, on se rend compte que, évidemment, vous avez quelqu'un qui est dans la position de la soumise et quelqu'un qui est dans la position du dominant. Le coup de grâce est donné par l'accusation lorsqu'elle dévoile, selon elle, le mobile du crime, l'argent. Pour preuve, le jour même des obsèques, Nancy négociait la vente de la voiture de Bruno et de tous ses autres biens de valeur. Pourquoi elle a choisi d'en finir avec son mari plutôt que de le quitter, mais le mobile financier semble assez clair. Je pense qu'elle a voulu avant tout avoir de l'argent. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. En tirer un bénéfice. Nancy n'a jamais travaillé de sa vie et elle a toujours vécu au crochet de son mari. Ce qu'on peut imaginer, vu son comportement après la disparition de Bruno, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est qu'elle voulait se débarrasser de lui pour faire main basse un peu sur ses biens, sur la maison, et vivre un peu à sa guise cette vie de femme libérée. Acculée, Nancy craque. Alors que jusqu'à présent elle avait toujours nié, soudain, elle reconnaît avoir empoisonné Bruno. Elle raconte qu'elle est passée à l'acte après une violente dispute avec lui. Le tribunal est sidéré. La vérité a enfin éclaté. Nancy est condamnée à 20 ans de prison pour la mort par empoisonnement de son conjoint. Fabienne, quant à elle, est reconnue complice. Elle écope de 6 ans de prison. Pour Anne-Marie et les proches de Bruno, c'est l'épilogue d'une tragédie qui les a marqués à jamais. Le plus triste au final dans cette histoire, c'est que les enfants de Nancy et de Bruno ont perdu leur père d'une manière complètement atroce et ils ont aussi perdu leur mère. Elle a mystifié absolument tout le monde, cette femme. Et donc, des cas de manipulatrice d'un tel niveau, il n'y en a pas beaucoup dans les annales judiciaires. Heureusement que j'ai eu le caractère de tenir bon, de fouiner et de chercher sur la vérité. Parce que si ça n'avait pas été le cas, à l'heure actuelle, elle serait toujours en liberté, en train de faire la grande vie, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, Anne-Marie tente de se reconstruire. Et ce, malgré cette tragédie qui a brisé sa famille tout entière. Il n'y a pas un jour où je n'y pense pas. Je ne saurais pas tourner la page, c'est pas possible. Enfin, moi, en tout cas, je n'y arrive pas. J'aurai toujours cette rage au fond de moi. Il y a quelque chose qui me moque, il n'y a rien à faire. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Vous écoutez Chronique criminelle par Jacques Pradel. Dans cet épisode, l'affaire Jessie Travaglini. C'est l'histoire d'un triangle amoureux qui tourne mal.
L'histoire de deux femmes pour un seul homme. D'un côté, Jessie Travaglini, 28 ans, très jolie, mariée et à la carrière professionnelle prometteuse. De l'autre, Héloïse Bagnolini, une épouse discrète et sans histoire. Mais l'une de ces deux jeunes femmes va mourir. Que s'est-il passé ? Crime passionnel, accident ou meurtre de sang-froid ? La réponse sur fond de sexe et de jalousie dans cette nouvelle affaire de chronique criminelle. Automne 2013 à Aubignan dans le Vaucluse, une petite ville tranquille de 5000 habitants. C'est ici, au pied du mont Ventoux, que se sont installés il y a 3 ans Héloïse Bagnolini et Alain Castel. Alain Castel est ingénieur dans une entreprise d'agroalimentaire. Il gagne bien sa vie, il a une bonne situation. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Il semble très amoureux de sa femme. Ils ont cet enfant ensemble qui a 3 ans. Un couple, je dirais presque tragiquement banal. Et il ne semble pas qu'il y ait de problème au sein de ce couple. Dans ce couple, Alain, le papa, a une bonne situation. Alors ils ont décidé qu'Héloïse, la maman, arrêterait de travailler pour s'occuper du foyer et de leur enfant. Un couple uni et équilibré, et surtout très épris l'un de l'autre, selon Adélaïde, la sœur cadette d'Héloïse. Elle était très amoureuse de lui. Elle s'était moulée sur son rythme de vie, sur son travail. Elle l'attendait toujours pour dîner le soir, même s'il rentrait à 23h. Le 11 octobre 2013, comme tous les jours, Alain Castel est à son bureau dans une grande société d'agroalimentaire de la banlieue d'Avignon. Une journée comme les autres, jusqu'à ce coup de fil étrange en début d'après-midi. Alain Castel reçoit un message de l'école de son fils qui lui signale que l'enfant est resté à la cantine. C'est quelque chose d'assez inhabituel puisque sa compagne, Héloïse Bagnolini, n'a que ça à faire, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle ne travaille pas et elle s'occupe tous les jours d'accompagner son fils à l'école, de venir le rechercher. Tous les midis, Héloïse va chercher leur fils pour le déjeuner. Et jamais depuis 3 ans, elle n'a manqué ce rendez-vous. Cette absence ne lui ressemble vraiment pas. Quelques instants plus tard, Alain reçoit justement un message de sa femme. Elle l'informe qu'elle n'ira pas non plus chercher leur enfant à l'école en fin de journée. Sophie, la maman d'Héloïse, est la première surprise. Qu'elle ait laissé son fils à l'école et qu'elle dise qu'il fallait que quelqu'un aille le chercher, c'était l'opposé de tout ce qu'Héloïse pouvait faire. C'était pas possible. Son fils, c'était son fils. Elle aurait jamais laissé son fils. Pour rajouter à la confusion, un détail dans la formulation du message interpelle Alain. Sa compagne était toujours très douce dans sa façon de s'exprimer. Alexandra Bouillard, avocate de la famille de la victime. Elle se gardait toujours la précaution de terminer ses messages texto par des petits mots doux, des petites tendresses, alors que là, il reçoit des messages assez directifs et qui ne correspondent pas à la personnalité de sa compagne. Une froideur qui laisse Alain perplexe. Il ne reconnaît plus sa femme. Et quelques minutes plus tard, l'étonnement laisse place à la stupeur. Il reçoit un petit peu plus tard un SMS extrêmement inquiétant, là, parce que Héloïse, sa compagne, lui signifie qu'elle prend de la distance, qu'elle s'en va, qu'elle va réfléchir, qu'elle va faire le point. C'est quasiment un SMS de rupture. Héloïse serait donc en train de quitter le domicile conjugal. Alain part aussitôt de son bureau et se précipite chez lui, mais quand il arrive sur place, il est trop tard, Héloïse n'est plus là, et sa voiture non plus. Affolé, il appelle alors la meilleure amie d'Héloïse, Isabelle. Alain est inquiet.
Il se demande ce qui a pu se passer. Il se dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas? Elle est partie sur un coup de tête. Enfin, il se posait ces questions-là. Héloïse renvoie aux yeux de tous l'image d'une mère de famille comblée. Mais la réalité est en fait un peu plus complexe. En effet, d'après sa meilleure amie, la jeune maman ne va pas si bien que cela. Malgré le soleil du sud, la magnifique villa, la piscine, la jeune maman s'ennuie. Elle ne parvient pas à trouver sa place dans cette nouvelle région. Héloïse, c'est vrai qu'elle était beaucoup seule à la maison et ça lui était long. Et elle n'avait quand même pas beaucoup de connaissances dans le sud, elle n'avait pas lié beaucoup d'amitié, donc elle voyait peu de monde et les journées effectivement étaient longues. C'est quelqu'un qui n'aimait pas fondamentalement être seule, donc Héloïse semblait plus... Elle avait moins de joie de vivre. Je pense qu'elle avait un fond de tristesse en elle. Et petit à petit, son mal-être commence à peser sur le couple. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, dans leur couple. Elle m'en parlait assez facilement. Elle souffrait surtout du fait qu'ils ne recevaient pas spécialement beaucoup d'invités à la maison, des amis. Ils n'avaient pas du tout réussi à se créer des connaissances et des amitiés à Aubignan. C'était un couple assez fusionnel au tout début de leur histoire. L'arrivée de l'enfant a un petit peu compliqué les choses dans leur histoire de couple. Ils avaient moins d'intimité. L'ennui, la solitude, Héloïse sombre peu à peu dans la mélancolie. 10 jours avant, quand je suis descendue, on a parlé de nos années de jeunesse. On parlait de nos ex. Et elle m'a dit, effectivement, j'ai un ex qui me relance, c'était pas la première fois, qu'elle avait laissé il y a longtemps de ça. Et elle m'en avait parlé. Ce départ précipité ne lui ressemble vraiment pas. Alain pénètre dans la maison et son angoisse monte aussitôt d'un cran, car ce qu'il découvre n'est vraiment pas normal. La maison est ouverte, c'est-à-dire que la porte est refermée, mais elle n'est pas fermée à clé. Il ne trouve pas donc Héloïse dans la maison. Il constate un désordre apparent, c'est-à-dire que les courses qu'elle avait faites le matin sont encore entreposées dans la cuisine, elles n'ont pas été rangées. Chose très curieuse, elle a laissé le sac à main, le moyen de paiement, la carte bleue, la carte d'identité. Elle a laissé son trousseau de clés, enfin, ce qu'une femme emmène en priorité lorsqu'elle s'en va. Donc pour un départ précipité comme elle semble l'avoir indiqué à son époux. Bertrand Pin, avocat du mari de la victime. Il y a des choses qui ne collent pas. Termine son inspection dans la salle de bain et dans la salle de bain apparaissent des traces de lutte. Le pommeau de douche est cassé, il se rend compte directement qu'il s'est passé quelque chose. Et à ce moment-là, il découvre des traces de sang. Il commence à envisager des hypothèses macabres. On peut imaginer qu'il y a eu une scène de violence dans cette salle de bain. Alain Castel, à partir de ces constatations, est terriblement inquiet. La présence de ces taches de sang dans la salle de bain, la disparition de ses affaires, ce départ précipité. Il est inquiet parce qu'il pense aussi que c'est peut-être un cambriolage qui a mal tourné, parce qu'ils avaient été cambriolés quelques temps plus tôt, 3 semaines avant, je crois. Il se demande si les cambrioleurs ne seraient pas revenus, et à ce moment-là, si elle n'a pas été enlevée. Enfin, toujours est-il qu'il y a une situation qui n'est pas normale, et à partir du moment où il considère que cette situation n'est pas normale, il alerte la gendarmerie. Et dans cette petite ville tranquille, les gendarmes prennent immédiatement très au sérieux la disparition de cette jeune femme apparemment sans histoire. Le parquet ouvre une information pour disparition inquiétante et les enquêteurs se rendent aussitôt sur place. Là, leur instinct leur fait redouter le pire. Au moment où les gendarmes mettent un pied dans la maison, ils prennent conscience qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et d'ailleurs, ils se rendront compte qu'il s'est passé quelque chose et on sent surtout qu'on a tenté de faire disparaître certaines traces.
La police scientifique est appelée en renfort. Elle passe la maison au peigne fin à la recherche du moindre indice. Pendant ce temps, Alain alerte la famille d'Héloïse qui se précipite sur place. C'est toujours choquant de voir que la police scientifique, je crois, enfin c'est des gens tout habillés tout en blanc, etc., avaient déjà investi la maison. Sophie, mère d'Héloïse Bagnolini. Ça nous a à la fois rassurés mais inquiétés. Mais Alain et la famille d'Héloïse refusent d'imaginer le pire. Ils commencent à organiser les recherches pour retrouver la jeune mère de famille qui semble s'être volatilisée. J'ai commencé à faire tous les hôpitaux, j'ai téléphoné pour essayer de voir s'ils n'avaient pas récupéré quelqu'un accidenté, qu'elle aurait été choquée, qu'elle n'aurait pas pu téléphoner ou choses comme ça. Et puis j'avais pas de réponse. J'ai appelé donc les amis d'Héloïse et on a fini par concevoir qu'en effet tout le monde l'avait eu dans la semaine, qu'elle était en forme et que si elle avait eu un souci, elle aurait appelé l'un d'entre nous. Des SMS inhabituels, une disparition étrange et surtout ces traces de sang dans la salle de bain. Pour les enquêteurs, cela ne fait plus aucun doute. Il est arrivé quelque chose à Héloïse. Dès le soir même, ils commencent à interroger les proches, les uns après les autres. Quand on est arrivé, l'adjudante m'a pris de côté tout de suite pour savoir si, en tant que meilleure amie, elle aurait pu me donner d'autres informations par rapport à leur couple, par rapport à un éventuel amant ou quoi que ce soit. Nous, on n'y croyait pas du tout. Je me suis tout de suite dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Adélaïde, sœur d'Héloïse Bagnolini. C'est pas normal que ma sœur laisse son fils à l'école. Le discours qui était de dire j'ai un coup de blues et je m'en vais, ça tenait absolument pas la route. C'était pas une impulsive qui pétait un câble, c'est pas son style du tout, c'est pas comme ça qu'elle était. Il est minuit. Cela fait maintenant 12 heures qu'Héloïse a disparu. Et toujours aucune nouvelle de la jeune femme. La nuit s'annonce longue et angoissante. Le lendemain matin, samedi 12 octobre 2013, la famille n'a pas dormi ou presque et tous continuent de chercher Héloïse. Mais pendant ce temps, à la gendarmerie, un événement va faire basculer l'affaire. À 10h du matin, l'un des gendarmes chargés de l'enquête reçoit un coup de téléphone. Au bout du fil, un collègue, un policier, qui lui raconte une histoire à peine croyable. Ce policier explique que son cousin, un certain Thierry Travaglini, l'a appelé pour lui dire que sa fille avait tué quelqu'un la veille. Et lorsque les gendarmes arrivent au domicile de Thierry Travaglini, ils vont trouver une jeune fille qui est en larmes. Elle s'appelle Jessie Travaglini. Elle a 29 ans. Et elle avoue spontanément avoir tué Héloïse Bagnolini. Elle dit qu'elle l'a placée dans le coffre d'un véhicule, du véhicule d'ailleurs d'Héloïse Bagnolini, et que le véhicule se trouve à environ 150 mètres du domicile de cette femme. Aussitôt, les enquêteurs partent à la recherche du véhicule. Et très vite, près d'un chemin situé derrière la maison du couple, ils découvrent effectivement la voiture d'Héloïse. La jeune femme a donc dit vrai. Reste maintenant à savoir si le corps d'Héloïse est bien à l'intérieur. Ils font le tour de la voiture, ils fouillent. Mélanie Ferralade, journaliste au journal La Provence. Ils ouvrent le coffre. Et effectivement, dans le coffre de ce véhicule, on retrouve le cadavre d'Héloïse Bagnolini. Elle a les mains et les poignets attachés par des liens en plastique, du Serflex. Et il retrouve aussi 2 valises remplies de vêtements. L'enquête peut commencer. Mais d'abord, il faut prévenir les proches d'Héloïse. C'est le déni, quoi. C'est vraiment le... On peut pas imaginer que ça puisse nous arriver à nous. On sait bien qu'il y a... Voilà. Ouais. D'apprendre le décès, de toute façon, à partir de ce moment-là, c'est le premier jour du reste de notre vie. Hein, donc
Il aurait bien pu se faire, comme je disais, il aurait bien pu se passer n'importe quoi. J'avais plus ma sœur, c'était le vide, quoi. Je comprenais pas, je pouvais pas comprendre, je pouvais pas l'admettre, c'est pas possible. C'est pas possible. On vous balance ça comme ça, pouf. Non, juste c'est pas possible. Pour Alain, le cauchemar continue. Mon client, il est abasourdi, il est effondré. Ce qu'il envisageait depuis la veille au soir, on vient de lui avouer. Avec la fatigue d'une nuit où vous envisagez tout ce qui peut arriver, voilà, vous avez quelqu'un qui est totalement effondré, qui doit désormais l'annoncer à son fils, qui a à ce moment-là l'aide de ses parents qui sont restés à son domicile, mais quelqu'un qui est totalement désemparé. Pour les gendarmes, c'est une nouvelle enquête qui commence. Pour quelle raison Jessie Travaglini, cette jeune femme de 30 ans, mère d'un petit garçon elle aussi, et inconnue des services de police, aurait-elle éliminé une autre mère de famille? Et quel est le lien entre ces deux femmes? Jessie est aussitôt placée en garde à vue, et très vite la jeune femme fait aux gendarmes une révélation capitale. Elle a bien un lien avec la victime, et ce lien, c'est Alain, le mari d'Héloïse. Tous les deux travaillent dans la même société. Mais ça n'est pas tout. Il se trouve que Jessie Travaglini est la maîtresse d'Alain Castel, c'est-à-dire du compagnon d'Héloïse Bagnolini, depuis 3 ans. Les enquêteurs interrogent aussitôt le mari de la victime. Et Alain se montre très coopératif. Oui, il avait bien une relation extra-conjugale avec cette Jessie Travaglini, mais non, il n'a rien à voir avec le meurtre de sa femme. D'ailleurs, à l'heure du crime, peu avant midi, il était au travail à son bureau. Ses collègues peuvent en attester. Très très rapidement, et d'ailleurs ça ressort de la procédure. Bertrand Pin, avocat du mari de la victime. À aucun moment, les enquêteurs n'ont pu imaginer un rôle joué par mon client dans le décès de son épouse. Ça a été écarté immédiatement. Dès l'après-midi, il les a alertés sur ce qui lui semblait curieux. Cela n'a pas été envisagé une seule seconde dans ce dossier. Pour les enquêteurs, une piste évidente se dessine alors, celle d'une maîtresse amoureuse qui aurait voulu prendre la place de l'épouse légitime. Et pour comprendre comment cette jeune femme élégante a pu se métamorphoser en tueuse, ils vont se pencher sur la personnalité de Jessie Travaglini. Jessie Travaglini a eu une enfance un peu calamiteuse. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Des parents dépressifs ou très jeunes, elle a dû prendre en charge des responsabilités qu'elle n'était pas en âge d'avoir, et elle l'a fait. Ça a été difficile, mais elle a vraiment une vie dure, une vie compliquée. Pour échapper à cette vie difficile, Jessie se met en couple avec Jean-François, un passionné de rugby. Il a 21 ans, elle à peine 16. Probablement a-t-elle choisi cet homme pour venir en palliatif du papa qu'elle n'a pas eu, ou du père qui n'a pas pu jouer son rôle de père. Louis-Alain Lemaire, avocat de Jessie Travaglini. Et elle s'est donc trouvée à la recherche d'un homme auprès duquel elle pouvait un peu se reposer et mettre sa tête sur son épaule. Jessie et Jean-François se marient rapidement et après quelques années de vie commune, ils ont un petit garçon. Jessie pense avoir trouvé le mari idéal, celui qui lui offrira la vie dont elle rêve, mais elle déchante rapidement. Malheureusement, là encore, pas de chance pour cette pauvre Jessie Travaglini, qui va se trouver confrontée à un homme qui va absolument pas assurer son rôle de mari et d'époux dans la maison. Et c'est elle qui va devoir tout organiser, s'occupant de tout, et de son petit garçon, bien entendu, son mari préférant, à mon avis, s'occuper plus de son club de rugby que finalement de son foyer. Le couple commence à vaciller. Jessie s'ennuie. Elle ne trouve pas au sein de son foyer la reconnaissance dont elle a besoin. Alors, pour compenser, elle va se jeter à corps perdu dans son travail. Jessie est assistante aux ressources humaines. Elle s'investit sans compter.
la jolie blonde se fait rapidement remarquer. Il y a les gens qui la trouvent très très bonne, exceptionnelle sur le plan de travail, très sérieuse, réussissant tout ce qu'elle entreprend et pleine d'ambition. Et puis d'autres qui l'ont considérée un peu comme intrigante. Il y en a même certaines qui parlent de manipulatrice. On est vraiment sur quelqu'un qui a une grosse ambition professionnelle, un gros besoin de reconnaissance. Alexandra Bouillard, avocate de la famille de la victime. Et pour ses managers, pour sa direction, ça occasionne beaucoup de difficultés de gestion. On est sur de la gestion de conflits sociaux très régulièrement. Elle agace les femmes et elle plaît aux hommes. Elle agace les femmes de l'entreprise parce qu'elle est très belle, parce qu'elle s'habille sexy, les autres voient bien que les hommes sont à la regarder un peu, voilà. Et professionnellement, elle ne ménage pas ses efforts, elle travaille beaucoup. On sent qu'elle veut y arriver. La jolie jeune femme ne laisse pas les hommes insensibles. De son côté, Jessie a également remarqué l'un de ses collègues, son supérieur hiérarchique, Alain Castel. Il est évident que Jessie Travaglini est tombée sous le charme d'Alain Castel. Alain Castel est ingénieur des arts et métiers, est un homme qui réussit, est un homme qui a un certain pouvoir de l'entreprise, est un homme qu'on écoute. C'est un homme qui était un petit peu comme son mentor. Elle l'idéalisait beaucoup, elle voulait apprendre de lui. Effectivement, en comparaison de son mari, il y a à un moment donné un décalage qui va faire que Jessie Travaglini va être terriblement attirée par cet homme. À cette époque, 3 ans avant le drame, Alain Castel traverse un moment de flottement dans son couple. Et lui non plus n'est pas insensible au charme de cette femme que tous les hommes convoitent. Un jour, leur relation bascule. Jessie et Alain cèdent à leur désir. Alain Castel est un homme de principe. L'idée de tromper sa femme le dérange. Et en même temps, il est très attiré par Jessie Travaglini. Donc il met des bornes, il met des limites. Et c'est à ce moment-là que cet homme a eu cette attitude absolument curieuse, c'est le moins qu'on puisse dire, et je crois que c'est un euphémisme, de proposer à Jessie Travaglini une charte. La charte était la suivante: nous avons des relations, mais nous n'avons jamais une relation sexuelle jusqu'au bout. Alors il y aura des caresses, il y aura des fellations, enfin un certain nombre de choses, mais pas d'acte sexuel lui-même. Ça, c'est absolument interdit. Autre règle de cette charte, jamais de rendez-vous dans leurs foyers respectifs. Leurs ébats auront lieu dans le parking de l'entreprise. Dernier détail, c'est toujours Jessie et jamais lui qui devra prendre l'initiative. C'est la règle qu'avait imposée mon client, non pas pour se déculpabiliser, mais pour avoir l'impression de tromper un peu moins son épouse. Il est vraiment, il est sur la ligne jaune, il la trompe, c'est clair, mais il essaye de le faire dans son esprit proprement, il essaye de se donner bonne conscience. Il y a sûrement quelque chose d'un peu pervers dans leur relation. Laurent Pénard, deuxième avocat de la famille de la victime. Y compris sur le plan sexuel, parce qu'ils nous racontent tous les deux, moi ça m'a fait beaucoup sourire, ça, qu'ils ne sont jamais allés au bout, ce qui n'a aucun sens. Le fait de se faire des fellations dans une voiture, c'est déjà aller bien au bout quand même. Il finissait peut-être par la rendre folle. Jouer à ce petit jeu de caresses, non, on ne va pas au-delà, là on s'arrête là maintenant. Ça a dû probablement, à un moment donné, la rendre folle. Pourtant, cette relation peu banale va durer 3 ans. 3 longues années qui peu à peu vont rendre la jeune femme de plus en plus frustrée, de plus en plus en demande. Marilyn est sa meilleure amie. Elle dira de façon claire et non équivoque que Jessie était éperdument amoureuse d'Alain Castel sur les derniers temps de leur relation et qu'elle ne supportait plus cette charte instituée par lui et qu'elle était devenue omnibulée par cet homme et déterminée à le faire craquer, déterminée à ce qu'il tombe amoureux d'elle.
Durant son interrogatoire, Alain révèle qu'avec le temps, la jeune femme était devenue envahissante, étouffante même. En fait, il n'en pouvait plus. Elle va s'imposer dans sa vie, si je puis dire. Elle va fréquenter les mêmes restaurants que lui. Elle va même prendre le même ostéopathe que lui. Elle va racheter sa voiture et elle roule donc avec le véhicule dans lequel ils ont eu leur fameux ébat dans le parking de l'entreprise. Elle avait organisé une semaine de vacances exactement dans la même station qu'Alain Castel, à telle enseigne qu'ils se sont retrouvés sur la même piste de ski. Donc c'est quasiment du harcèlement, c'est-à-dire qu'elle le piste, elle le suit, elle fait une véritable intrusion, elle rentre par effraction dans sa vie, elle est tout le temps là. C'est pas vrai. Alain Castel va jouer avec Jessie Travaglini. Louis-Alain Lemaire, avocat de Jessie Travaglini. Alors venir aujourd'hui dire moi je voulais pas, c'est elle qui m'a harcelé. Attendez, monsieur Alain Castel est ingénieur des arts et métiers, un homme qui a un statut social, qui a une fonction dans sa boîte qui est importante. Vous n'allez pas me dire s'il avait voulu vraiment mettre un terme, il pouvait mettre un terme évidemment à la relation avec Jessie Travaglini. 3 ans après le début de leur relation, Alain tente de prendre ses distances avec Jessie. Leur 5 à 7 se raréfie, mais à chaque fois, il succombe de nouveau au charme de la jolie jeune femme. À l'été 2013, 2 mois avant le crime, Jessie obtient enfin ce qu'elle attend depuis si longtemps. Profitant de l'absence de sa femme, Alain invite Jessie Travaglini à le rejoindre chez lui, dans sa maison. Et ça, c'est une vraie erreur parce qu'il fait rentrer sa maîtresse dans son intimité. Il n'y a pas eu d'acte sexuel complet, mais il y a eu encore les caresses, les attouchements, tout ce que l'on peut imaginer, sauf d'acte sexuel complet, bien entendu. Et c'est, à mon avis, un des éléments qui ont perturbé gravement Jessie Travaglini. Probablement que dans l'esprit de Jessie, l'esprit peut-être un petit peu fatigué de Jessie, c'est une symbolique qui est importante. Elle va se sentir un petit peu comme la remplaçante. Mais la soirée ne va pas du tout se dérouler comme elle l'imaginait. Ce qu'elle pensait être un moment privilégié, une preuve d'amour de la part d'Alain, s'apparente plutôt à un cadeau d'adieu. Il va lui dire qu'il veut un autre enfant avec Héloïse. Il va lui dire qu'il va quitter la région pour aller s'installer en Bretagne. Contre toute attente, il va lui signifier la rupture, en quelque sorte. Et ça signe la mort d'Héloïse Bagnolini, à mon avis. Ça signe. Parce que ça, elle n'a pas supporté. Elle est amoureuse folle de ce garçon. Elle veut faire sa vie avec lui, monter dans la hiérarchie sociale et professionnelle avec lui. Qu'est-ce qui empêche ça? Ce qui empêche ça, c'est Héloïse Bagnolini, le fait qu'il veuille faire un 2e enfant, et le fait qu'il veuille déménager. Pour les enquêteurs, l'affaire semble entendue. Le meurtre d'Héloïse est un crime passionnel. Mais quelqu'un va venir contester cette hypothèse, et pas n'importe qui, Jessie Travaglini en personne. Pendant sa garde à vue, la jeune femme l'affirme haut et fort aux enquêteurs, elle n'était pas amoureuse d'Alain Castel. Est-ce qu'elle souhaitait quitter son mari et devenir Madame Castel? Très franchement, elle dit non. Elle dit non. Beaucoup de ses amis, et notamment sa meilleure amie, dit qu'effectivement, elle lui avait dit qu'elle souhaitait que si Alain Castel était d'accord, elle se serait mise avec lui. Mais elle dit que non. Jessie explique alors aux enquêteurs que puisqu'elle n'était pas amoureuse d'Alain Castel, elle n'avait aucune raison de supprimer sa supposée rivale. Le meurtre ne serait en fait qu'un accident, une bagarre qui aurait mal tourné. Jessie Travaglini explique que dans la nuit du 10 au 11 octobre, elle reçoit au milieu de la nuit, vers 2h, 3h du matin, elle reçoit un message provenant d'Héloïse Bagnolini. Héloïse Bagnolini lui disait en substance « Je sais la relation que tu entretiens avec mon mari, je voudrais que tu passes à la maison pour qu'on ait une explication toutes les deux. »
Jessie se serait donc rendue chez Héloïse à la demande de la victime. Quand elle arrive sur place, la mère de famille est dans sa cuisine. Elle l'attend. Jessie Travaglini explique que très vite le ton est monté. Héloïse Bagnolini l'a giflé. Donc, très vite, une rixe en fait éclate entre les deux femmes. Jessie affirme que la seule possibilité qu'elle avait alors, c'était de fuir dans le couloir. Elle va actionner toutes les poignées de porte qu'elle va trouver pour se réfugier dans la salle de bain. À un moment, elle se retrouve en difficulté, Jessie Travaglini. Elle explique qu'Héloïse a pris le dessus, qu'Héloïse la frappe, la repousse assez violemment et que sa tête heurte la baignoire. Elle est à moitié sonnée. Elle sent que l'autre est déterminé à aller jusqu'au bout de cette bagarre et que pour sauver sa peau, quelque part, elle réussit à retourner la situation, attraper Héloïse à un moment donné, la plaquer au sol, se mettre à genoux dessus. Et puis elle ne voit pas d'autre solution que, pour sauver sa propre vie, que de passer une serviette de bain qu'elle avait torsadée autour du cou et de serrer. Jessie s'aperçoit qu'Héloïse ne respire plus. Elle décide alors de chercher des liens pour lui attacher les mains. Et tout de suite, elle décide de faire croire à sa disparition volontaire. Elle prépare des valises pour faire croire à une fugue. Jessie Travaglini explique aux enquêteurs que devant le cadavre d'Héloïse, elle a paniqué. Mais au lieu d'appeler les gendarmes, elle a décidé de tenter de camoufler son crime. Elle appelle l'école en se faisant passer pour sa victime et prévient qu'elle ne peut pas venir chercher le petit garçon. Puis toujours avec le téléphone de sa victime, elle envoie les fameux SMS à Alain Castel où elle explique vouloir prendre du recul. Elle va également tout nettoyer dans la maison, effacer quelques traces. Mélanie Ferralade, journaliste au journal La Provence. Elle raconte ensuite qu'elle a tiré son corps par les pieds jusqu'au coffre de sa voiture. Et puis elle va garer la voiture de celle qu'elle vient de tuer à 150 mètres de là où elle avait d'ailleurs garé sa propre voiture en arrivant. De là, elle rejoint les rives du Rhône et fait disparaître tous les objets qui permettraient de remonter jusqu'à elle. Elle va se débarrasser de la serviette, qui est l'arme du crime. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Elle va jeter les clés du pavillon. Elle va également jeter les bips à la fois de l'alarme et du portail. Et elle va jeter également le téléphone portable. Jessie aurait donc paniqué et tout cela ne serait qu'un terrible accident. Elle n'a jamais voulu la mort d'Héloïse. Elle est désolée de ce qui est arrivé, mais ce n'est pas elle qui a commencé. Elle va immédiatement indiquer qu'elle n'a fait que se défendre. Elle dit qu'elle a eu peur et qu'elle a eu tellement peur qu'elle a senti qu'elle allait elle-même être victime de violences tellement lourdes qu'elle a trouvé une seule solution, c'est de d'étrangler Héloïse en ne pensant pas tout de suite qu'elle l'avait tuée. À ce stade de l'enquête, impossible pour les gendarmes de savoir si Jessie Travaglini dit la vérité. Une seule solution, vérifier point par point ses affirmations. Le lieu du crime d'abord. Les experts sont formels. Le meurtre a bien eu lieu dans la salle de bain. Le légiste confirme ensuite qu'Héloïse a bien été étranglée. Il relève également de nombreuses ecchymoses sur le corps de la victime, comme après une bagarre. Autant d'éléments qui semblent accréditer la version de Jessie. À la fin de la garde à vue, les enquêteurs n'ont qu'une seule certitude. Jessie Travaglini a bien tué Héloïse.
Mais l'enquête n'en est qu'à son début. En attendant, la jeune femme est mise en examen pour homicide volontaire et écrouée. De leur côté, les proches d'Héloïse sont révoltés. Pour eux, la version de Jessie Travaglini n'est qu'un tissu de mensonges, à commencer par ce soi-disant rendez-vous entre les deux femmes. Je pense pas que ma sœur était au courant de cette relation, pas du tout. Adélaïde, sœur d'Héloïse Bagnolini. Elle nous en a jamais parlé, elle en a parlé à personne et pourtant, voilà, dès qu'il y a eu des coups durs, elle nous a quand même toujours dit ce qui se passait. Même si elle avait appris la liaison entre Alain et Jessie. Isabelle, meilleure amie de la victime. Je pense que franchement, elle en aurait parlé à Alain. Généralement, on règle ses comptes avec son mari plutôt. Ne vous engagez pas avec l'idée de faire un deuxième enfant avec quelqu'un dont vous sauriez pertinemment qu'il a une relation extra-conjugale. Je veux dire, ça, c'est pas... Sophie, mère d'Héloïse Bagnolini. Je pense que dans l'approche intellectuelle d'Héloïse, ça n'aurait pas été quelque chose d'envisageable. Autre incohérence, selon la famille, le jour du meurtre. La victime avait 1000 choses à faire. Pourquoi aurait-elle en plus demandé à la maîtresse de son mari de venir s'expliquer alors qu'elle n'avait pas une minute à elle? On sait ce jour-là que Héloïse attend ses beaux-parents, qu'elle doit ranger sa maison, qu'elle est allée faire ses courses. Elle revient des courses au moment où Madame Travaglini arrive. Il est exclu qu'elle ait donné un rendez-vous comme ça, alors que le repas du petit n'était pas préparé, et qu'elle avait l'habitude de préparer le repas de son petit avant d'aller le chercher à l'école à 11h ou 11h30, très tôt, pour le faire manger à la maison. C'était l'habitude de la maman et de son petit de faire comme ça. Laurent Pénard, deuxième avocat de la famille de la victime. Donc c'était exclu qu'elle ait donné un rendez-vous à ce moment-là. Ça n'a pas de sens. Quand on connaît la vie très réglée d'Héloïse Bagnolini, ça n'a pas de sens. Dans ses aveux, Jessie décrit une Héloïse agressive qui aurait porté les coups la première, à l'opposé du portrait dépeint par la famille. Du début à la fin de ce qu'elle raconte, je crois pas un mot de ce qu'elle dit. Ma sœur n'a pas pu l'inviter chez elle. Déjà, c'est pas du tout dans son caractère de provoquer des conflits. C'est pas dans sa personnalité, c'est pas son style. Jessie dit que c'est Héloïse qui l'a frappé en premier. Héloïse frapper quelqu'un, pour moi, c'est impossible. Je sais même pas si j'ai déjà vu s'énerver. Donc après, effectivement, en apprenant ce genre de choses, on a le droit d'être énervé, mais de là à taper, pour moi, c'est pas possible que ce soit de la légitime défense. Pour la famille de la victime, rien ne tient dans la version de Jessie. Mais les enquêteurs, eux, s'en tiennent aux faits. Et méthodiquement, ils continuent leur vérification. Dans son témoignage, Jessie Travaglini affirme avoir reçu un coup sur la tête en se défendant. Les gendarmes la font alors examiner par un expert. Et les résultats sont formels. Il n'y a aucune trace de coup sur le corps de Jessie Travaglini. Alexandra Bouillard, avocate de la famille de la victime. Jessie n'a aucune trace, ne présente aucune trace de lutte. Et c'est dire que, bien évidemment, la bagarre, parce qu'elle a présenté de bagarre, mais il n'y avait pas de bagarre en réalité. Il y a eu une agression unilatérale contre Héloïse qui n'a pas pu se défendre. La thèse de la légitime défense d'une mort accidentelle, comme le soutient Jessie, commence à se fissurer. Et les conclusions des médecins légistes enfoncent encore un peu plus le clou. L'expert a été très précis. Il a expliqué qu'il fallait, si l'on se sert d'une serviette, lacérer le cou et exercer une pression continue pendant au minimum 5 minutes sans relâcher, en indiquant que sur les dernières minutes de l'étranglement, la personne suffoquée avait des mouvements agoniques et que c'était une scène profondément choquante. Mais ce qui intrigue vraiment les gendarmes, c'est moins la scène de crime elle-même que le comportement de Jessie après le meurtre. Un comportement digne d'un tueur au sang-froid. Les enquêteurs découvrent qu'à peine 2 heures après le crime, Jessie passe tranquillement l'après-midi avec sa meilleure amie. Puis, comme si de rien n'était, elle participe à une soirée poker-pizza avec son conjoint et des amis. Le soir des faits, Jessie Travaglini aura une attitude normale. Alors certains décriront
une dame près de son fils, comme si elle était consciente de vivre les derniers moments avec son enfant, mais quelqu'un qui n'est pas effondré, quelqu'un qui va manger, quelqu'un qui va boire quelques verres. Bertrand Pin, avocat du mari de la victime. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui a enlevé la vie par accident, parce que c'est ce qu'elle indique. Est-ce que vous avez de l'appétit? Est-ce que vous êtes capable de boire un verre, de manger des pizzas avec vos amis et de faire comme si de rien n'était ce soir-là, alors que vous avez un cadavre dans un coffre à 3 km de là, et que votre vie, forcément, va prendre une mauvaise tournure? Moi, je crois que, finalement, Jessie Travaglini n'est pas du tout mature, en fait. Louis-Alain Lemaire, avocat de Jessie Travaglini. Est-ce qu'elle n'a pas voulu faire comme si rien ne s'était passé? Comme si dans sa tête, on nie comme l'enfant qui vient de commettre une bêtise. Ah mais non, c'est pas vrai, c'est un mauvais rêve, c'est pas vrai, c'est pas passé. Le lendemain matin, Jessie se rend chez les seules personnes en qui elle a vraiment confiance, ses parents. Et elle ne semble toujours pas décidée à se rendre, bien au contraire. Le lendemain, elle est arrivée en pleurs chez ses parents. Laurent Pénard, deuxième avocat de la famille de la victime. Et on est sûr d'une chose, c'est que les premiers mots qu'elle a dit, j'ai fait une grosse bêtise, etc., j'ai tué quelqu'un, mais aidez-moi, il faut m'aider à cacher le corps. Donc la première idée qu'elle a, c'est pas l'idée d'aller se rendre, c'est l'idée de se faire aider par ses parents pour essayer de trouver une solution pour faire disparaître complètement le corps dont on sait qu'elle l'a placé dans une voiture, dans le coffre, à quelques encablures de la maison d'Héloïse. Mais ses parents refusent et ils finissent par la convaincre d'avouer son crime. C'est à ce moment-là que son père appelle la police. Jessie est arrêtée quelques heures plus tard. Devant les enquêteurs, Jessie maintient sa version. Il s'agit d'un accident. Elle n'avait pas l'intention de tuer Héloïse. Mais les gendarmes, eux, sont maintenant convaincus qu'elle ne dit pas toute la vérité. À commencer par la raison qui l'aurait poussée à se rendre au domicile de la victime. Jessie affirme avoir reçu un message d'Héloïse la veille du meurtre. Les experts analysent son téléphone à la recherche de ce fameux SMS et les résultats, là encore, ne laissent pas de place au doute. Il n'a pas été confirmé. D'abord parce qu'Héloïse n'avait absolument pas les coordonnées de Jessie. Alexandra Bouillard, avocate de la famille de la victime. Ensuite, parce que des enquêtes ont été menées, des expertises approfondies ont été menées sur la téléphonie et qu'il n'y a jamais eu de message. Donc cette communication n'a pas existé. On fait un premier constat, c'est qu'elle n'était pas la bienvenue et qu'elle s'est présentée par surprise. Un incroyable sang-froid après le meurtre, des preuves jetées à la rivière et des mensonges contredits par des relevés de téléphone. Pour les gendarmes, difficile de croire qu'il s'agit d'un simple accident qui aurait mal tourné. Et un nouvel élément va les convaincre que la jeune femme aurait en fait prémédité son meurtre. Le jour où Héloïse va mourir, 3 semaines avant, je dis bien 3 semaines avant, Jessie Travaglini avait posé une journée de RTT. S'agissant de cette RTT posée, ce qui a interpellé également les enquêteurs et le juge d'instruction, c'est qu'elle n'est pas jugée utile d'en parler à son mari, qu'elle ne travaillait pas ce jour-là. C'est-à-dire que son mari la voit partir le matin au travail, alors qu'en réalité, elle ne va pas du tout au travail. Donc c'est qu'elle avait bien quelque chose derrière la tête et qu'elle avait besoin de cette journée de liberté, entre guillemets, pour faire quelque chose de bien précis. Pour les gendarmes, cette journée de congé posée dans le plus grand secret, c'est la preuve que Jessie avait en fait tout prévu, qu'elle avait prémédité le meurtre d'Héloïse. Une dernière découverte lors d'une perquisition va renforcer leur conviction. Les gendarmes vont découvrir dans un tiroir fermé à clé l'emballage d'un taser. Un taser, c'est une arme d'autodéfense. Elle ne tue pas, mais c'est une arme très puissante. Elle envoie une impulsion électrique qui permet de paralyser n'importe qui pendant plusieurs secondes. Le taser a été acheté 3 semaines plus tôt et elle va acheter cet appareil pour neutraliser un adversaire avec une décharge électrique. Elle va acheter cet appareil à 60 km de son lieu de vie. Elle pouvait le trouver à côté de chez elle. Il y a des armuriers à Avignon, connus, ayant pignon sur rue. Elle est allée complètement au nord du département, à la limite de la Drôme, chercher son choker. Bizarre.
Ça veut dire en gros qu'elle n'a pas du tout envie qu'on découvre spontanément qu'elle a été acheter cette arme, parce que c'est une arme qui permet de neutraliser un adversaire. Lorsque les gendarmes l'interrogent sur l'utilité de ce taser, elle dit qu'elle craignait une agression. Elle craignait à son domicile un homejacking. Et que c'est son mari d'ailleurs qui lui avait conseillé d'acheter un taser. Sauf que le mari, quand il a entendu sur ce point, ils n'ont pas eu le temps de se mettre d'accord, et pour cause, lui, il dit le contraire. Il dit non, moi j'ignorais complètement l'existence de ce taser. Jessie Travaglini reconnaît qu'elle est bien partie chez Héloïse avec cette arme, mais elle jure qu'elle ne s'en est pas servie. Sur le corps de la victime, aucune trace. Pour savoir la vérité, il faudrait analyser le fameux taser, mais celui-ci a disparu. Lorsqu'on lui demande d'ailleurs où se trouve ce taser, elle expliquera qu'elle l'a acheté dans le Rhône avec toutes les affaires qui sont compromettantes dans ce dossier criminel. Donc ça veut dire quand même que quelque part ce taser a servi à l'agression, sinon il n'y a pas de raison de s'en débarrasser. Mais là encore, c'est la preuve, l'ultime preuve de l'existence d'un mensonge supplémentaire. Et ça fait beaucoup de mensonges dans ce dossier quand même. La justice décide alors de requalifier les charges qui pèsent contre Jessie Travaglini. Elle est maintenant officiellement accusée d'assassinat, c'est-à-dire d'avoir organisé de sang-froid le meurtre d'Héloïse. Elle a démontré dans toute sa vie qu'elle était parfaitement contrôlée, qu'elle ne faisait pas des choses par hasard, y compris dans sa vie professionnelle, sexuelle, etc. Laurent Pénard, deuxième avocat de la famille de la victime. Donc elle est organisée, elle prémédite l'opération parce que le faux coup de téléphone, le choker, les serflex, le RTT pris pour la journée. Toute cette organisation fait qu'on voit bien que c'est prémédité. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. On lui reproche désormais des faits qualifiés d'assassinat, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec la préméditation. Bertrand Pin, avocat du mari de la victime. Elle encourt à ce moment-là la réclusion criminelle à perpétuité, alors que jusqu'à présent, elle n'encourait qu'une peine maximale de 30 années de réclusion pour l'homicide volontaire. Tout semble accuser Jessie Travaglini. Mais la jeune femme, elle, s'accroche à sa version. C'est un accident, clame-t-elle. Et si elle a cherché à faire disparaître les preuves, c'est simplement qu'elle avait peur. Ce qui me gêne dans ce dossier, c'est qu'à cause de ce qui s'est passé après, on essaie de déterminer ce qui s'est passé avant ou quelles étaient ses intentions. Louis-Alain Lemaire, avocat de Jessie Travaglini. Elle n'a, moi à mon sens, jamais voulu tuer Héloïse Bagnoli. Depuis le début de l'affaire, Jessie Travaglini n'a pas changé de version. Mais c'est maintenant le jury de la cour d'assises qu'elle va devoir tenter de convaincre. 2 ans et demi plus tard, le 1er février 2016, à Avignon, le procès de Jessie Travaglini s'ouvre devant la cour d'assises du Vaucluse. Au cœur de cette histoire d'adultère qui passionne la presse, Alain Castel, un homme convoité par 2 femmes. Aujourd'hui, il est à la fois l'amant de l'accusé et le veuf de la victime. Dans la salle d'audience, tous les regards se tournent vers Jessie Travaglini, debout au fond du box des accusés. La jeune femme, les traits tirés, semble éprouvée par 2 ans et demi de détention. Bonjour à tous, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Tout le monde attend que Jessie s'explique sur les zones d'ombre de cette affaire, à commencer par la mère d'Héloïse, qui ne la quitte pas des yeux. C'est la première fois que je la visualisais. J'ai vu en face de moi une personne qui avait été capable d'étrangler ma fille, capable d'étrangler ma fille. Mais imaginez dans quel état vous pouvez être quand vous avez en face de vous un personnage comme ça. C'est juste pas imaginable. Dès le premier jour du procès, Jessie Travaglini donne le ton. Alors que tout le monde espère un mea culpa, la jeune femme campe sur sa position, celle d'un tragique accident. Elle ne pouvait pas se défendre, comme elle aurait probablement souhaité le faire, parce qu'elle était malheureusement sous tranquillisant, certaines difficultés d'élocution.
ne répond pas forcément aux questions qu'on lui pose et elle va avoir une attitude de défiance quasiment tout au long de cette audience qui la rend finalement très antipathique. J'avais en face de moi un monstre d'indifférence, un monstre d'égoïsme, de recentrage sur elle-même. J'ai eu beaucoup de colère envers elle. Elle a maintenu et soutenu l'insoutenable. Tous les experts disent que toutes ces histoires ne tiennent pas la route, dont le médecin légiste, les experts téléphone, les experts je sais pas quoi. Tout le monde a pris tous ces arguments un par un en disant c'est pas possible. Et qu'elle maintient sa version, je trouve ça quand même vraiment... Elle a proféré trois mots d'excuses qui n'avaient aucune sincérité, elle aurait mieux fait de se taire, ça servait à rien. Une attitude froide et distante, des explications hasardeuses, tout semble accabler Jessie Travaglini. Mais alors que son sort paraît scellé, son avocat retourne en sa faveur l'un des éléments clés de l'accusation, le fameux taser. Car juridiquement, le taser est une arme de défense et pas une arme susceptible de donner la mort. Et pour l'avocat, cela change tout. Elle arrive au domicile d'Héloïse Bagnolini sans arme létale. Ça fait échec, à mon avis, de façon totale à la notion d'assassinat. Parce que si elle vient pour assassiner quelqu'un, elle arrive avec un revolver, avec un couteau, avec un marteau, avec du poison, avec quelque chose. Or, elle arrive les mains dans les poches. Donc, elle ne veut évidemment pas tuer Héloïse Bagnolini. C'est la grande théorie de la défense de Jessie Travaglini. Il ne peut pas y avoir de préméditation parce qu'il n'y a pas d'arme. Ça n'a pas de sens. On peut préméditer un crime et pas avoir d'arme sur soi et en trouver une d'opportunité. On peut avoir envie de tuer quelqu'un en se disant « je trouverais bien un moyen de la tuer sur place ». Préméditation ou accident ? Le procès se termine après 3 jours de débats éprouvants. Et le verdict va réserver des surprises. Le jury estime qu'il n'y avait pas préméditation. Jessie échappe à la perpétuité. En revanche, fait rarissime, elle écope de la peine maximale prévue pour un homicide volontaire, 30 ans de réclusion criminelle. Il n'y a pas eu de véritable réaction. Elle a été abasourdie. Jessie Travaglini n'a pas véritablement réagi. Elle a encaissé. J'ai envie de vous dire presque comme si elle s'y attendait. Je pense qu'au fond d'elle, elle savait que la partition qu'elle avait livrée durant ces 3 jours de débat était désastreuse. Depuis le départ, elle n'avoue pas qu'elle était peut-être prête à tuer par amour et à faire disparaître sa rivale pour profiter pleinement de cet amour-là. À partir du moment où elle ne nous explique pas que c'est un crime passionnel, c'est normal qu'elle irrite tout le monde. Et que la cour d'assises s'énerve finalement, parce qu'on ne la croit pas. Et que sa mauvaise foi se retourne contre elle, et c'est pour ça que la cour lui a infligé une peine lourde. Pour les proches d'Héloïse, cette lourde sentence n'enlève pas la douleur qu'ils ressentent depuis la mort de la jeune femme. Moi, j'en suis à un stade où j'entends Héloïse hurler la nuit, où je la vois mourir à petit feu, où je la vois suffoquer. Voilà, ça fait 2 ans et demi maintenant que j'ai ça dans la nuit constamment. J'arrive pas à faire autrement. C'est juste ma fille qui a perdu la vie. Tout ça, pourquoi ? Pour une histoire de sexe. Mais c'est ridicule, c'est juste ridicule. Le fait qu'un être humain puisse tuer un autre humain, c'est ça qui me... Comment elle a pu prendre la vie de ma sœur. Elle représente vraiment le mauvais côté de l'humanité que j'avais même pas envie de voir, quoi. Que je voulais même pas... Je savais que ça existait, mais c'est une personne qui a décrété qu'elle voulait éliminer une autre personne. Une nana de 30 ans, qui avait tout pour elle, qui était quelqu'un d'aimant, quelqu'un d'aimé, et il a fallu qu'elle tombe sur cette personne-là qui a décrété qu'elle voulait lui prendre sa place, quoi. Jessie Travaglini a fait appel de sa condamnation à 30 ans de prison. En juillet 2017, 1 an et demi après son premier procès, elle a été rejugée par la cour d'appel de Nîmes. Le jury a de nouveau estimé que Jessie Travaglini n'avait pas prémédité le meurtre d'Héloïse. Elle a été de nouveau condamnée à 30 ans de prison. Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.